c'est réservé à une élite. Et quand vous lisez les textes, vous voyez que vous avez des espèces de grades dans le supernaturel, c'est-à-dire la grosse prophétie, ensuite un peu moins, encore un petit peu moins, puis après on fait juste ça, etc. Ça coûte cher. De prendre un poulet, d'aller l'ouvrir pour le faire lire par la bonne personne, tout ça, ça coûte cher. Donc on est plutôt dans une société globale qui inclut certains éléments du surnaturel, j'insiste, parce que pas tout, certains éléments du surnaturel, et qui changent au fur et à mesure de l'évolution de la société, au fur et à mesure des siècles. Bonjour Viviane. Bonjour Bob. Ravi de vous accueillir pour Espritula, un bouquin qui nous avait réunis il y a une dizaine d'années déjà, oui. mais qui va me permettre de revenir aux fondamentaux même de ce paranormal qui, je le disais, est aujourd'hui devenu un peu, je sais pas, malmené par tous ceux qui s'y intéressent et qui ne sont pas forcément très précis sur les sujets qu'ils évoquent. Vous êtes historienne, chroniqueuse littéraire, scénariste, vous avez animé également une chronique sur RCF pendant longtemps, et justement sur toutes les questions que l'on peut se poser. Et Espritula en est une, finalement, cette question. Elle va me permettre de revenir aux fondamentaux de l'histoire presque de l'humanité. Quand on lit votre bouquin, on remonte très loin à la Rome antique, on s'aperçoit que les Romains, et moi qui suis italien, ça m'intéresse au plus haut point, étaient, alors on le sait, fans des dieux. Est-ce que justement c'est ces dieux qui ont popularisé à l'époque dans la Rome antique le fait qu'on pouvait peut-être parler avec l'invisible, que cet invisible existait? Alors, moi, dans l'invisible, et surtout par rapport à votre introduction, je ferai une petite rectification. C'est qu'en fait, chaque période de l'histoire, c'est plutôt concentré sur un moment du supranaturel, comme on l'appelle. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez cité l'au-delà. C'est relativement récent, en fait. C'est plutôt le 19e siècle, cette question qui vraiment revient, se développe et qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Les cercles spirites, etc., c'est ça? Voilà. Tandis que pendant très longtemps, ce qui est intéressé dans le supranaturel, ça n'était pas les phénomènes qui était inexpliqué, mais la possibilité de pouvoir guider sa vie. En plus, quand vous êtes encadré dans une religion, que cette religion vous donne déjà des éléments, des clés par rapport à ce qui est votre au-delà, eh bien c'est plutôt le présent. Et c'est là où on fait appel au surnaturel. Et dans la Rome antique et dans l'Antiquité de manière générale, et ensuite ça coule aussi à la Renaissance, c'est comment guider sa vie. Comment avoir connaissance des événements, comment... Et ça, c'est de la voyance, presque. C'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir guider sa vie, on interroge les dieux ou l'au-delà pour avoir une information sur son chemin de vie. Pour avoir une information sur son chemin de vie, pour avoir une information sur le jour le plus propice pour une bataille, par exemple, mais surtout, on est dans des situations où ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, le surnaturel est naturel. C'est-à-dire qu'il est tout à fait normal de communiquer d'une certaine façon, qui change avec les périodes, ça c'est très clair, mais de communiquer avec l'invisible. Et de manière générale, plutôt, je pense par exemple au couronnement de la reine Élisabeth Ier, elle fait appel à son astrologue, John Dee, oui, pour connaître le meilleur jour pour le couronnement. Oui. Donc on est plutôt dans comment vivre sa vie sur Terre le plus harmonieusement possible, ou avec le plus de victoires, ou le plus de réussite, en fait. De réussite, parce que finalement, l'invisible est lié au visible. Ça n'est pas idiot, ça n'est pas interdit, ça n'est pas difficile d'aller voir une prophétesse, une sibylle par exemple, et lui poser une question où elle va faire intervenir l'invisible. C'est ça, je trouve, la grande différence avec ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi? C'est le siècle des Lumières, finalement, qui a tout bouleversé, qui a apporté le scepticisme, parce qu'avant, on avait les druides, on avait les sorcières. Alors bon, même si on parlera de l'Inquisition, elles ont été malmenées pendant une certaine période, malheureusement. Et d'ailleurs,
d'ailleurs, c'est les femmes qui ont été malmenées à travers les C'est les sorcières. femmes qui ont été malmenées. Ouais. Ah bah c'est vrai que de toute façon, si vous lancez une femme qui a fait des recherches dessus, sur les sorcières, alors là, elle va vous raconter une histoire du féminisme. Ouais. On va revenir sur les Oui. sorcières parce que je voudrais en fait rétablir quelque chose qu'on croit qui est véhiculé notamment par les films, par les romans. Ça n'est pas au Moyen-Âge qu'il y a eu le plus de bûchers. Loin de là. C'est bien à la Renaissance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'Inquisition a cédé la place à la justice dite traditionnelle, celle qu'on connaît. D'ailleurs, l'Inquisition est espagnole dans un premier temps, et c'est les Français et les Allemands qui vont brûler un maximum en plus, c'est ça? Oui, alors effectivement, c'est les Allemands et les Français qui vont se distinguer dans le nombre de bûchers. Mais là, on a véritablement, au Moyen-Âge, la femme avait beaucoup plus d'indépendance qu'elle n'en aura ensuite à la Renaissance. Bien sûr. Mais même en France, Donc l'histoire n'est pas linéaire. Ce n'est pas parce qu'on a acquis un droit qu'on va le conserver au travers des siècles. Et c'est ce qui se passe pour les femmes. Les femmes étaient très souvent guérisseuses, c'est-à-dire qu'elles herboristes, elles connaissaient les plantes. Ce sont aussi des accoucheuses. Or, l'accouchement, une période où vous n'avez pas d'hôpitaux, vous n'avez pas de... Eh bien, elles ont un espèce de, entre guillemets, de droit de vie et de mort. C'est elles qui vont réussir à mettre l'enfant au monde et à sauver la femme. Donc, il y a une espèce de pouvoir qui va être mis à mal beaucoup plus à la Renaissance. Parce que l'Inquisition, qui a fait brûler, hein, les gens, ça, on est très clair là-dessus, l'Inquisition se basait sur un procédé, sur des process, comme on dit de nos jours dans les entreprises, qui étaient basés sur la religion. Il fallait correspondre à des critères d'hérésie. Si on ne correspondait pas à ces critères d'hérésie, on était relâché. Ouais. Tandis que quand vous avez la justice séculière qui va prendre le dessus, c'est terminé. Vous avez la calomnie, les dénonciations anonymes, les prises de pouvoir. Effectivement, on a brûlé beaucoup plus principalement des femmes. Je me souviens quand même de preuves que les incriminés devaient apporter. Genre, on les mettait dans l'eau, s'ils remontaient, c'est qu'ils étaient sorciers. Donc, s'ils ne remontaient pas, c'est qu'ils étaient morts. Donc, de toute façon, ils étaient morts, quoi qu'il en soit. Donc, on a voulu vraiment faire des bûchers, quoi. À un moment donné, il a fallu brûler des gens, quoi. Alors, on a voulu faire des bûchers, mais alors effectivement, là, je pars dans des chemins tortueux, donc vous me rappelez à l'ordre si je ne réponds pas à vos questions. Mais surtout, ce qui est très important à comprendre dans l'histoire du surnaturel, c'est qu'on comprend selon nos positions de l'époque. Bien sûr. Alors, ça paraît enfoncer une porte ouverte, mais on ne peut pas jauger une action de l'histoire sans s'en remettre sur le contexte général de cette histoire. Alors, c'est enfoncer une porte ouverte, mais moi j'ai l'impression que beaucoup de portes sont fermées en ce moment à ce sujet. Mais vous avez raison de le rappeler, parce que ce qui n'est pas explicable aujourd'hui le sera peut-être demain. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est extraordinaire n'est simplement qu'un fait qui viole la théorie en place. Si la théorie change, le fait ne devient plus extraordinaire. Alors, quand vous faisiez, parce qu'elles étaient torturées, toutes ces femmes, hein, eh bien, il y avait par exemple la marque du diable. Donc, on cherchait la marque du diable sur les corps, qui était un emplacement du corps où on était insensible. Alors, effectivement, si on vous plante une pointe de couteau dans le bras, pour chercher la marque insensible, je veux dire, vous arrivez déjà dans un état de faiblesse, vous êtes privé d'un avocat, vous êtes de toute façon considéré coupable. Et aussi, et ça je reprends la Renaissance, c'est qu'au Moyen-Âge, les herboristes étaient considérés. Arrive la Renaissance où on voit on commence à voir arriver, effectivement, c'est un siècle extraordinaire parce qu'on va voir arriver toutes sortes de découvertes fabuleuses. Mais la science va devenir la science va se détacher du surnaturel et va prendre une importance, et donc elle va avoir une concurrence. Eh bien, elle cherche à éliminer la concurrence. Et ces femmes guérisseuses, herboristes, accoucheuses sont une concurrence. En ce moment sur BTLV. À Pontefract, on est quand même dans une cité historique. Qui appartient à l'histoire d'Angleterre. Au cœur de la cité, il y a le célèbre château de Pontefract où le roi Richard II a été assassiné en 1400.
vu justement cette histoire autour de la ville, on pourrait s'attendre à que la ville héberge pas mal d'esprits errants, de fantômes, de légendes. Mais étrangement, le fantôme qui a l'air le plus effrayant sévirait en fait dans une maison mais absolument ordinaire. Donc notre histoire, elle va justement commencer en 1966. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que durant 10 mois, donc sur les années 68 et ça déborde sur les années 69, la famille Pritchard va vivre pas mal d'épisodes assez bizarres et mouvementés, certains totalement anodins, d'autres violents, hein, voilà. Mais jusque-là, effectivement, tout ce qui se manifestait était invisible. Et ça correspondait à une activité typique de poltergeist. Voici la maison, là, actuellement. Activité typique de poltergeist, des objets lancés à la maison, des fracas, des détonations, des lumières qui clignotent, etc., etc. Mais peu de temps après la visite de Tante Maud, les choses vont changer parce que la famille va commencer à voir Fred. Et ça devient très intéressant. Une nuit, les deux parents, Jean et Joe, sont réveillés en sursaut et tous les deux aperçoivent dans la pénombre une silhouette sombre et encapuchonnée qui est dans l'embrasure de la porte. D'où ils allument la lumière. Le moine. Voilà, ils allument la lumière et là, la silhouette a disparu. Une émission à retrouver en intégralité sur btlv.fr. Je voudrais revenir à ces malheureuses qui ont été brûlées. Il y avait aussi, vous parlez du diable, mais il y a aussi la chair est faible. Et beaucoup de bourgeois ou de nobles qui s'encanaillaient lors de sabbat ou voulaient se laver un peu de tout cela et en profiter pour dire elle m'a envoûté, ce n'est pas ma faute, j'ai été ensorcelé. Oui, alors moi je mettrais quand même un petit bémol. Il est évident que toute la représentation graphique des tortures infligées aux sorcières ont un côté sexuel. Ça, c'est évident. Vraiment, il y a vraiment comment dire, c'est leur porno de l'époque. Hein, ça, c'est évident. Mais en revanche, qu'une femme soit traînée devant les tribunaux pour sorcellerie, il y avait avant tout une notion de reprendre le pouvoir, parce qu'en même temps, la législation diminuait le pouvoir de la femme, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait plus posséder un bien propre, etc. Une fois qu'elle était mariée, tout revenait à son mari, ce qui n'était pas le cas au Moyen-Âge. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails de la législation, mais il y a une régression du droit de la femme. Donc elle se reflète aussi dans qui est sorcier et qui va-t-on brûler. Et de toute façon, on dit bien... même la chose commence un petit peu à diminuer, mais maintenant on voit bien que le mot sorcier et le mot sorcière, sorcière peut être une injure. Voilà, mais c'était une injure. Maintenant ça commence un petit peu à changer. Il y a des bouquins, des magazines sur les sorciers, les nouvelles sorcières. C'est branché presque maintenant. C'est branché, mais du coup ça remet le féminin du mot à sa juste valeur. Mais vous avez raison. Pendant longtemps c'était négatif. Vous avez eu raison de dire qu'il y avait c'était presque l'histoire du féminisme. Et on le voit d'ailleurs avec toutes ces nouvelles sorcières. Ça correspond à ce retour en force de la femme. On le voit avec des MeToo, etc. C'est-à-dire qu'on lui redonne sa juste place à la femme. Et donc, finalement, ces nouvelles sorcières, elles sont écolos, elles veulent mieux manger, elles veulent prendre leur vie en main. Et on le voit d'ailleurs à travers tous ces magazines. Mais justement, écolo, c'est le retour à la nature. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a un retour à la nature dont beaucoup de femmes, quand on lit qui étaient ces femmes qui ont été arrêtées, mais elles ont toutes, quasiment toutes, un métier qui est en rapport avec une petite zone de pouvoir. C'est-à-dire vous avez rarement, en fait d'ailleurs je ne l'ai jamais lu, je n'ai jamais vu, mais ça existe peut-être, une boulangère qui aurait été arrêtée pour sorcellerie. En revanche, vous avez des accoucheuses, des guérisseuses, des herboristes, des femmes qui ont peut-être pas de métier ou un petit métier, mais qui pratiquent à côté peut-être un petit peu de magnétisme, voilà, des choses comme ça. Il y a le côté guérison, le côté... En fait, vraiment, c'est le pouvoir, hein, peut-être. Oui, vraiment une... Et puis aussi la femme un peu libre. La femme qui ne s'est pas mariée ou qui est veuve non remariée, qui a une certaine indépendance. Dans le procès des sorcières écossaises, il y a eu un énorme travail des historiens qui a été fait sur la sorcellerie en Écosse. On voit véritablement une mainmise du pouvoir sur la liberté de la femme.
Alors, bien sûr, il y a un côté, effectivement, de gens qui croyaient vraiment au satanisme, on est d'accord. Mais tout de même, il y a ce phénomène sous-jacent. Et il y a toujours des gens qui croient au satanisme encore aujourd'hui. Donc voilà, s'il y a le bien, il y a forcément le mal. Le mal. Voilà. L'astrologie, elle a été condamnée, vous le mentionnez dans le bouquin, elle a été condamnée pendant longtemps. Enfin, l'astronomie, l'astrologie, tout ce qui était en rapport, finalement, avec quelque chose de plus grand. C'était pourquoi? Parce qu'en fait, l'Église, ou en tout cas les autorités cléricales, ecclésiastiques, voulaient avoir la main mise sur le spirituel? Alors, bien sûr, si vous aviez la main mise sur le spirituel à une époque où quand même tout passait par la religion, c'est sûr que vous aviez un sacré pouvoir. Mais là aussi, je ferai une petite nuance, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la science a progressé, au fur et à mesure, on a vu se détacher l'astronomie de l'astrologie. Mais pendant longtemps, les deux étaient liés. Et en fait, c'est saint Augustin qui disait au sujet de l'astrologie, ça ne le dérangeait absolument pas, qu'on puisse utiliser l'astrologie pour déterminer le meilleur jour pour moissonner, pour déterminer s'il y aura de la pluie dans 6 mois, etc. Ce qui le dérangeait, c'était d'utiliser l'astrologie pour la divination personnelle. Voilà. Donc, c'est à partir, toujours pareil, c'est à partir du XVe siècle qu'on voit les branches s'éloigner de plus en plus. Mais pendant très longtemps, il était un fait acquis que d'avoir un astrologue à demeure. En même temps, vous parliez de John Dee tout à l'heure, qui a été à la cour de la reine Elisabeth I, astrologue, astronome, alchimiste, mathématicien, il cumulait quand même, lui. Voilà, il cumulait, mais au sujet de l'alchimie, ça c'était interdit, parce que là on fait dans la transformation de matière. Tandis qu'être astrologue et de dire à la reine, voilà le meilleur jour du couronnement, mais d'ailleurs il l'a bien fait, puisqu'elle a quand même eu un règne d'une 40aine d'années, donc c'était un bon jour. Ça, c'était tout à fait normal et tout à fait admis. C'était sortir de ce cadre qui, effectivement, est faire de la transformation, c'est-à-dire l'alchimie, et puis son fameux dialogue avec les anges aussi. Alors là, effectivement, c'est interdit. Alors, on parlera justement de ces dialogues avec les anges qui ont été bien consignés et une marque de fabrique de John Dee. Juste, est-ce que vous diriez que le savoir, l'université, la lecture va favoriser l'astrologie? On sait qu'aujourd'hui tout le monde regarde son horoscope, mais à l'époque les gens très peu lisaient. Puis Gutenberg, bon, il y a l'imprimerie qui arrive, fatalement, l'information va se propager. Est-ce que ça a facilité justement l'astrologie Eh bien, l'information qui se propage, curieusement, a faciliter la critique sur l'astrologie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'astrologie était quand même restreinte à des gens extrêmement cultivés, vous saviez, vous parliez de John Dee. John Dee avait une bibliothèque. Cette bibliothèque, ça serait l'équivalent... Maintenant, je ne sais pas, pour vous donner une image, c'est comme s'il avait 4 Rolls-Royce et 2 Ferrari dans son garage. Alors que maintenant, les livres sont jetés par dizaines et par dizaines, parce que ça ne vaut rien. Mais à l'époque, avoir une bibliothèque était véritablement un bien. Donc, c'était quand même réservé à un petit nombre. À partir du moment où on a favorisé l'éducation, que l'imprimerie a permis de propager des idées, on a vu arriver les almanachs. Oui. Les almanachs étaient destinés au peuple. Et dans les almanachs, il y avait des prophéties, il y avait des... vous savez, on le voit encore sur les almanachs, la pleine lune, pour pouvoir planter, voilà, des choses comme ça. Et donc, ça l'a propagé dans le peuple, mais ça a aussi propagé les critiques. Parce que je pense que venait aussi un peu de bon sens. On se disait, mais il nous a promis ça, et en fait, rien n'est arrivé. Ça, Voilà. Donc, à la fois, ça l'a popularisé, c'est-à-dire que tout le monde était au courant, mais en même temps, plus vous avez de monde, plus vous avez une possibilité de critique. Dès que vous sortez du bois, fatalement, il y a les chasseurs. Voilà. Alors justement, pour les chasseurs, il y a eu Est-ce qu'on a vu une naissance du scepticisme? Parce que vous me parliez tout à l'heure des Romains d'Antiquité, il devait bien y avoir des mecs qui disaient, ils étaient aussi intelligents que nous, donc on devait se dire, bon, arrête avec tes trucs à 2 balles, les dieux, j'y crois pas. Il devait y avoir un scepticisme à l'époque quand même, ou alors tout le monde était croyant. Parce que vous commencez d'ailleurs le bouquin comme ça. Oui. Vous y croyez pas? Je dois avouer, c'est ce que je dis toujours, ce livre-là m'a fait inviter dans des tonnes de dîners parce que tout le monde me pose la question, mais t'as travaillé dessus, tu y crois pas? Voilà, ça, c'est un sujet qui intéresse, ça c'est sûr. Je pense
pense très honnêtement qu'en ce qui concerne l'Antiquité, on est dans un... En fait, il faut prendre le surnaturel comme ça quand on remonte en arrière. C'est dans une enveloppe globale. Aujourd'hui, on peut vraiment avoir une activité extrêmement rationnelle et en même temps lire discrètement son horoscope chez le coiffeur. Bon, voilà. Tout le monde le lit. Même les plus grands chirurgiens, instinctivement, vous allez regarder votre signe. Quoi. Bon. Voilà. Alors que là, on parle d'une société qui est construite également avec cette possibilité. Et puis, il ne faut pas oublier que tout ça coûte cher. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une prophétesse et puis vous en tirez comme ça. Donc, c'est toujours pareil, c'est réservé à une élite. Et quand vous lisez les textes, vous voyez que vous avez des espèces de grades dans le supernaturel, c'est-à-dire la grosse prophétie, ensuite un peu moins, encore un petit peu moins, puis après on fait juste ça, etc. Ça coûte cher. De prendre un poulet, d'aller l'ouvrir pour le faire lire par la bonne personne, tout ça, ça coûte cher. Donc on est plutôt dans une société globale qui inclut certains éléments du surnaturel, j'insiste, parce que pas tout, certains éléments du surnaturel et qui changent au fur et à mesure de l'évolution de la société, au fur et à mesure des siècles. Sur la couverture du bouquin, il y a une femme avec une boule de cristal. Elle arrive quand, cette boule de cristal? Parce que moi, je ne me suis jamais posé la question. Je me suis dit, tiens, je vais lui poser à Viviane. Est-ce que vous savez à peu près? Alors oui, dès le Moyen-Âge, vous avez des boules de cristal parce qu'en fait, le cristal, c'est magnifique, une vraie boule de cristal. Et en fait, ça symbolise voir l'invisible dans le visible. Donc c'est pour ça que vous avez ces fameuses Madame Irma avec les mains sur les boules. C'est qu'en fait des images apparaissent dans le cristal parce que c'est une matière qui est très solide et en même temps invisible. En ce moment sur BTLV. La lignée secrète, elle transmet quoi? Elle transmet ce que j'appelle la tradition primordiale. Et cette tradition primordiale, en fait, Guénon dit qu'elle a pour origine une origine non humaine. C'est quelque chose qui est en dehors de l'humanité et qui a été transmis à l'humanité. Et donc, l'origine la plus lointaine qu'on puisse trouver pour point de départ de cette tradition primordiale et de cette lignée secrète, c'est ce que dans mon livre j'appelle les dieux. À l'origine, il y a toujours des dieux qui viennent apporter les connaissances, qui viennent apporter l'écriture, l'agriculture, les mathématiques, l'astronomie. Donc ces dieux sont des dieux civilisateurs. Et en même temps qu'ils apportent la civilisation, ils apportent aussi une certaine forme de spiritualité. Et c'est là que commence en fait l'origine véritable de toute lignée secrète. Une émission à retrouver en intégralité sur btlv.fr. Alors on voit que ce surnaturel, ce paranormal, il va dépasser les frontières de l'Europe, il va aller jusqu'aux États-Unis. On sait que Bonaparte va céder un territoire enclin au vaudou, c'est-à-dire que la Louisiane. Les Américains ne sont pas forcément préparés à cela. Ils vont voir en cette Louisiane déjà une promiscuité entre les Blancs et les Noirs qui les gêne un peu. Et puis, cette pratique du vaudou qui est devenue, au Brésil par exemple, une religion. Donc en tout cas, le spiritisme est devenu une religion, et le vaudou est une religion d'ailleurs, c'est pas au Brésil, mais dans les Antilles. Ils vont être surpris, ces Américains, quand ils vont... Alors, je dis toujours, chaque période de l'histoire a son surnaturel et chaque pays a son surnaturel. Ce qui est très intéressant dans la Louisiane, c'est que c'est le choc des cultures surnaturelles qui vont s'imbriquer et qui vont donner une forme très particulière de vaudou qu'on trouve effectivement à la Nouvelle-Orléans, qui est un espèce de syncrétisme où effectivement on mélange des éléments chrétiens à des éléments venus, apportés par les esclaves qui, contre leur gré, se retrouvent aux États-Unis, mais les esclaves de différents pays. Donc ça n'est pas une religion, par exemple, animiste, avec, par exemple, des pratiques vaudou. Ce sont plusieurs pratiques qui vont se mélanger et qui vont donner ce vaudou très particulier de la Nouvelle-Orléans, qui, à mon sens, maintenant, est surtout, comment dire,
un espèce de vaudou d'opérette, parce qu'on va aussi à la Nouvelle-Orléans pour avoir ce parfum-là. Mais à une époque, c'était une façon de devenir... à l'époque où on a commencé, les esclaves ont commencé à s'affranchir, c'était une manière de devenir noir américain. Ouais. Il y a une certaine Marie Laveau qui va... Marie Laveau, oui. qui va finalement profiter de tout cela, de ce vaudou, et qui va se faire un nom. Alors, Marie Laveau, très certainement, s'est fait un nom. Après, vous avez la légende. Ouais. Moi, quand j'ai écrit ce livre, j'ai longuement discuté avec le directeur du musée du vaudou de la Nouvelle-Orléans et de Marie Laveau, qui m'a dit, c'est très clair, les trous ont été comblés par la légende. Ah. Mais ça n'a pas d'importance, dans le sens où c'est quelque chose... Alors ça, c'est la romancière qui parle, c'est pas l'historienne, mais le surnaturel nous donne des milliards d'excellentes histoires. Et Marie Laveau en est une. Parce que si vous lisez tout ce qui a été écrit sur Marie Laveau, elle meurt à 100 ans. Donc c'est un peu beaucoup quand même. Elle est morte bien avant, mais Marie Laveau a compris qu'elle pouvait vivre, parce que bon, c'est bien d'être affranchie, mais il faut quand même pouvoir gagner sa vie, qu'elle pouvait vivre et très bien vivre en propageant le vaudou. Et puis ensuite, elle faisait peur, parce que vous avez toujours un élément qui vous inquiète dans le surnaturel. Donc les mauvais payeurs, ils se retrouvaient avec des oiseaux, des pattes, souvent des pattes d'oiseaux dans des petits sachets. Des sortilèges, quoi. Et des sortilèges. Donc hop, ils couraient vite et ils réglaient leur obole à Marie Laveau. Un personnage de la Nouvelle-Orléans, dont on peut voir la tombe. Parce que à l'époque, aux États-Unis, les seuls qui pratiquent le surnaturel, ce sont les Indiens, bon, qui ont été malmenés par les colons. Eux, on les calcule plus. Donc, quand ils arrivent, les Américains en Louisiane, ils sont effectivement un peu surpris de voir ce peuple pratiquer cette sorcellerie. Mais on voit que ce surnaturel, finalement, il existe depuis bien longtemps. Oui. Est-ce que vous diriez que, finalement, il existe par la peur de la mort ? Alors, il n'existe pas tant par la peur de la mort que de l'angoisse de bien vivre sa vie. C'est vraiment répondre à la question d'où on vient, où on va et qu'est-ce qui se passe après. Et dans ces trois questions, il y a les périodes de l'histoire ont tendance à se concentrer sur une question plutôt qu'une autre. Elles abordent les autres, c'est évident, mais à partir du moment où vous avez par exemple un pays en majorité catholique, eh bien, la question de l'après-vie ne se pose pas, puisque vous avez les réponses. Donc, ça va être autre chose qui va se poser. Là, je suis en train de glisser doucement vers le spiritisme, mais c'est quelque chose que je voudrais dire au sujet du spiritisme. Le spiritisme, il est né de deux facteurs très, très importants. Il est né d'une renaissance religieuse aux États-Unis. Ça, c'est très, très important. Ça veut dire que, c'est pas qu'on ne croit plus, mais on n'est plus satisfait des réponses qui sont données par la religion chrétienne, parce que dedans, je place aussi les protestants. Donc, c'est une renaissance religieuse, chrétienne, d'une part, et deuxièmement, les guerres. Or, vous avez ce que les Américains appellent la guerre civile et que nous appelons la guerre de sécession, qui ont fait des milliers et des milliers de morts dont on n'a jamais retrouvé les corps. Donc vous avez des familles endeuillées qui ne peuvent pas enterrer leurs enfants, puisque généralement ce sont les enfants qui sont partis à la guerre, qui vont voir leur prêtre ou leur pasteur et les réponses ne les satisfont pas. Bien sûr. Et donc là, vous avez une ouverture pour autre chose. Et là, l'après-vie, je dirais, depuis le 19e siècle, est quelque chose qui monte en puissance. Je me souviens très bien des statistiques que j'avais faites pour un autre article, et maintenant, les médiums que j'avais interrogés, qui se disaient voyantes et médiums, c'est-à-dire médiums communiquant avec l'au-delà, me disaient que quand elles avaient commencé, elles avaient 80-90% de voyance, 10% de questions sur la médiumnité, et que c'était totalement inversé aujourd'hui. Ouais. Donc il y a une évolution. Et c'est vraiment, s'il y a un message à faire passer, c'est ça, c'est qu'on évolue. Notre surnaturel aujourd'hui n'est pas le surnaturel de demain. Et d'ailleurs, on a la sensation aujourd'hui que le mot voyant c'est un peu galvaudé, alors que le mot médiumnité est à la mode. C'est-à-dire il est plus, comment dire, il est plus noble de contacter les défunts et les morts que de voir l'avenir. Aujourd'hui, la voyance, on la voit à la télévision le soir à 23h avec donne-moi 4 chiffres. Vous voyez ce que je veux dire? Mais parce que je pense aussi qu'on est dans un nouveau développement de la société. Ça, c'est mon grand dada, hein, je vous le livre tel que. Et qu'on peut voir dans les films.
Je trouve que les films, les livres aussi, mais les films sont une bonne façon. Les films, en fait, c'est souvent les miroirs de ce que nous pensons. De prendre le pouls de la société en ce moment, quoi, c'est ça. Et vous vous souvenez du succès qu'avait eu Rencontre de troisième type. Bien sûr. Voilà. Rencontre de troisième type, E.T., c'est-à-dire il y a une autre vie extraterrestre et elle vient nous voir. Et après, on est passé à quoi ? On est passé à tout ce phénomène d'aller vivre sur d'autres planètes. Le type qui se retrouve, l'astronaute qui se trouve tout seul sur Mars, Avatar, c'est-à-dire une autre planète et d'autres personnes. Vous en avez eu beaucoup. Et maintenant, nous sommes dans un nouveau... Et ça se voit dans les films, et je pense que ça va prendre de plus en plus d'ampleur, c'est les mondes parallèles. Alors, vous l'avez dans le Marvel, avec le dernier Doctor Strange. Alors, on peut dire, oui, mais c'est un Marvel. Non, 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 non. C'est toujours... Les scénaristes, je le sais parce que je le sais aussi, on est toujours dans l'air du temps. Quand ça marche, on est dans l'air du temps. Et on a de plus en plus voilà, il y a un monde parallèle. Vous avez vu, il y a une série qui est sortie sur TF1 il y a peu, qui s'appelait Vision, avec Louane. Voilà, on est dans un quotidien extrêmement normal. Bien sûr. Oui, puis il y a eu Sixième Sens, il y a eu les autres, il y a eu tout cela. Voilà. En fait, ça marque les époques et le pouls de la société, comme je disais tout à l'heure, et surtout les attentes des gens. On le voit bien, effectivement, vous avez raison de parler de tout cela, parce que quand on regarde, par exemple, Netflix, bon nombre de séries parlent d'expériences de mort imminente, de vision, de pouvoir. Enfin, c'est absolument... Mais on n'est plus dans l'au-delà tel qu'il était dans les cercles spirites. On est passé dans un univers parallèle. Oui, il est presque scientifique, cet au-delà aujourd'hui, plus que surnaturel en tout cas. Vous avez parlé justement, à un moment donné, de cette guerre de sécession. Est-ce qu'on finalement, et de ce traumatisme que les Américains ont vécu sur leur propre sol, parce que finalement, ça a été la seule guerre qu'ils ont vécue sur leur propre sol, parce qu'après ils l'ont faite ailleurs. Il y a deux personnages qui vont marquer l'histoire du spiritisme, c'est les Sœurs Fox. Les Sœurs Fox, elles vont faire des médiumnités publiques, elles vont parler avec les morts, et puis elles vont se faire aussi avoir comme tout le monde. C'est-à-dire que l'obligation de résultat, elles vont mettre un peu la main dans le pot de chocolat. Est-ce que vous leur donnez de la crédibilité à ces Sœurs Fox ? Je vais me faire haïr de beaucoup de téléspectateurs. Non, je pense véritablement qu'il s'agit au départ d'une plaisanterie entre gamines et que cette plaisanterie a fait un roulé-boulé, est devenue plus grande qu'elle, et ensuite leur sœur aînée a compris qu'ils pouvaient en vivre et elles sont... Donc c'est la femme à barbe, mais du surnaturel, quoi, en fait, c'est ça. Oui, mais surtout, c'est là aussi ce que je voudrais dire, c'est que ça arrive à un moment où on est prêt à croire. C'est-à-dire que ça aurait très bien pu rester une anecdote surnaturelle, mais ce qui est arrivé aux Sœurs Fox arrive dans un moment où vous avez énormément de publications et d'autres congrégations, des congrégations religieuses qui incluent la communication avec l'au-delà. Je veux dire, les Sœurs Fox n'étaient pas un phénomène isolé qui aurait pris de l'ampleur. Là où ça a pris de l'ampleur pour les Sœurs Fox, c'est qu'elles se sont produites sur scène. Bien sûr. Mais vous aviez déjà des congrégations religieuses qui incluaient la communication avec les morts. En fait, elles ont fait un tube, quoi. Elles ont fait un tube, voilà, tout à fait d'accord. C'est right place, right time. Elles sont arrivées au bon endroit. Exactement. Et ça, c'était le spiritualisme. Mais quand vous arrivez en France, nous, avec Je pense donc je suis, on l'a transformé en spiritisme avec Allan Kardec, qui en a fait une doctrine, et cette doctrine est devenue une religion au Brésil. Allan Kardec, comment vous expliquez que des esprits brillants ont cédé à ce spiritisme? Est-ce que finalement, je dis ça volontairement, ce spirituel, il dépasse notre condition et nos connaissances et notre classe sociale, tout ce que l'on peut représenter? J'en veux pour preuve tous ces gens qui sont médecins, chirurgiens et qui vont à l'église le dimanche. Vous voyez, c'est antinomique. On se dit... moi, j'adorais Dr House, la série. Il disait, c'était un beefsteak, il y a de la chair et du sang, et terminé, il ne se passe rien. Il y a cette rationalité chez certains toubibs, quand ils vous parlent, et à côté de ça, ils vont à l'église le dimanche. Ça veut dire que c'est plus fort que finalement... je pense qu'il est sain et normal de croire qu'on est autre chose qu'une simple enveloppe terrestre. Alors ça, c'est ma conviction profonde. Sinon, je pense que je ne me serais jamais penchée sur le sujet. Après, la manière dont on va le traiter peut effectivement
parfois prêter à confusion, on va dire. En ce qui concerne le spiritisme est une doctrine de son temps. Ouais. C'est-à-dire, on veut supprimer la royauté, on veut une république, on veut plus d'égalité dans la société. Et le spiritisme, je ne dis pas le spiritualisme, hein, mais le spiritisme d'Allan Kardec répond à cette demande. C'est vraiment une des raisons pour lesquelles, je dis toujours, c'est un raccourci bien sûr, mais je dis toujours une des raisons quand on me dit mais pourquoi le spiritisme a commencé à dégringoler, on va dire à partir de 1930, vraiment il a dégringolé, mais je dis c'est la sécurité sociale. C'est le fait que le spiritisme a été extraordinaire en ouvrant des cercles pour aider les personnes âgées, pour aider les enfants, etc. Il a apporté des réponses concrètes à une question non concrète. À une période où les gens voulaient quelque chose de plus grand, et des réponses, donc ils se sont tournés vers le spiritisme, et puis quand la société a permis d'avoir des réponses, ça a dégringolé. Malgré tout, il y a eu d'autres choses dans le surnaturel, il y a eu d'autres mots qui sont apparus. Oui. Malédiction. On se souvient, Howard Carter, quand il va en Égypte, tout en Camon, etc., il y a la fameuse malédiction égyptienne et des momies. Ça, aussi, on a la sensation d'ailleurs que quand on regarde l'histoire, il y a toujours des mots. On a parlé de Dieu, d'inquisition, de sorcière, de spiritisme, malédiction. Boum, ça arrive. Du mal. Du mal, voilà. Du mal. Alors oui, mais là aussi, quand on étudie vraiment l'histoire de la découverte de Toutankhamon, qu'est-ce que vous voulez, en tant que romancier, on n'a plus rien à inventer. Tout est là, tout est là. Tout est faux par rapport à la malédiction. Moi, j'ai écrit un article où on démontre bien pourquoi les gens sont morts, etc. Voilà. Non, tout est faux, mais l'histoire est belle. Oui. Et moi, j'avais ça a fait des films, hein. Exactement. Moi, j'ai cité Mark Twain en début de cet ouvrage parce qu'il dit, il dit ça, c'est quand la réalité dépasse la fiction, et ben allons-y pour la réalité, parce que la réalité n'a pas de limite, alors que la fiction en a. Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir de là, après, une fois qu'on a lancé la malédiction de la momie, qui est toujours pareil, arrive au bon moment, parce que la malédiction de la momie de Toutankhamon est arrivée au moment où il y avait déjà une malédiction de la momie. Et ensuite, quand on a ouvert ce tombeau en Pologne, où en fait les gens sont tombés malades, mais pas du tout à la chaîne comme il est écrit, bon, on le sait, c'est ce fameux champignon qui pousse dans les endroits collants. Donc, en fait, c'est le besoin que nous avons de nous raconter de belles histoires. Et très honnêtement, même moi, en travaillant en tant qu'historienne dessus, mais rien ne m'enchante plus que de lire un roman gothique avec une belle histoire de fantôme. Nous avons besoin de belles histoires. Et c'est ce que je reproche aussi aux personnes qui veulent être extrêmement rationnelles, c'est qu'ils enlèvent la magie de rencontres. Alors tout de suite on met synchronicité, on met des grands trucs, mais voilà, vivons cette magie. Les rencontres sont magiques, c'est une magie au quotidien. En ce moment sur BTLV. Nous partons donc pour l'Alabama avec dans la petite ville d'Abbeville une légende qui s'appelle Hugging Molly. Donc ça fait 200 ans que les gens ont peur dans cette ville de sortir la nuit. Et si tu leur demandais pourquoi, en fait, ils te répondraient à cause de Molly. C'est une espèce de croque-mitaine, là. D'ailleurs, les parents l'utilisent, tu sais, pour interdire, pour faire peur aux enfants. Si tu sors la nuit, fais attention à Hugging Molly. Cette dame-là, elle est décrite comme une forme fantomatique de plus ou moins 2 mètres de haut. Une dame donc assez grande, vêtue de noir, qui ne sortirait que la nuit. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette brave Hugging Molly? Donc, elle veut faire des câlins, ça. Bien sûr. Mais pourquoi elle veut te faire des câlins? Eh ben, ça, en fait, on ne sait pas trop pourquoi, mais la légende veut qu'elle te court après, elle t'enlace, elle te hurle dans les oreilles et elle peut potentiellement te câliner jusqu'à la suffocation. On n'a pas trop envie de la croiser sur son chemin parce qu'en plus, si tu n'en meurs pas, il semblerait que si elle te câline, tu sois en proie à des cauchemars éveillés qui peuvent même te pousser jusqu'à la folie. Une émission à retrouver en intégralité sur btlv.fr. Vous êtes romancière, historienne, scénariste, donc vous êtes à la fois les pieds sur terre et la tête un peu dans les étoiles, parce que c'est un peu comme ça que se définissent aussi les romanciers, puisqu'ils ont tout le pouvoir, ce sont des dieux. Voilà. Les romanciers, ils font vivre des gens, ils les font mourir, etc. J'ai appris un truc dans votre bouquin, j'ai appris que, alors je vais refaire un petit peu un bond en arrière, que c'est
Conan Doyle qui va aller chercher chez John Dee le 007 comment dire, de Ian Fleming, pardon, c'est ça? Ian Fleming, pardon, oui, Conan Doyle. C'est Sherlock Holmes, Conan Doyle. Oui. Ian Fleming qui va chercher chez John Dee le 007 parce qu'il semble qu'en fait ce soit un code entre la reine et lui, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'en fait John Dee était très intéressé par la cryptographie et en fait il semblerait, c'est toujours pareil, John Dee ne nous a pas donné la réponse, mais vous aviez 2 zéros surmontés d'une barre qui était comme un espèce de 7 avec une grande barre sur le dessus. Donc on a vu ça, c'est ce qu'on appelle « for your eyes only », c'est-à-dire juste pour la reine, et que le 7 aurait été... C'était le titre d'un James Bond. Aurait été un chiffre, c'est un chiffre un peu magique, le 7. Mais Ian Fleming... pour ceux qui connaissent sa vie, a été espion cryptographe. Bien sûr, ça a été un vrai espion. Oui. Voilà, et John Dee est une référence en matière de cryptographie. Donc effectivement, il s'est inspiré, alors ça forme un espèce de 007, il s'est inspiré de ça pour James Bond, mais c'est... enfin, là je fais un aparté, mais c'est exactement ce que j'aime dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas on peut pas couper l'histoire de notre quotidien. L'histoire influe là-dessus. Et pour un roman de Ian Fleming et un personnage aussi célèbre de James Bond, on peut remonter à l'astrologue de la reine d'Elisabeth Ier. Moi, j'adore. De Ian Fleming, on va donc passer à Conan Doyle. Vous faites écho de Sherlock Holmes dans le bouquin, effectivement, de Watson, etc. Moi, j'ai adoré une histoire, c'est Le Chien des Baskerville. Oui, oui aussi, c'est ma préférée. Moi, quand je l'ai vu, j'étais petit, ça m'a enchanté, cette histoire. Et à la fois terrorisé, parce que cette langue était un peu lugubre, mais j'ai adoré, je crois que c'était Peter Cushing à l'époque qui jouait Sherlock Holmes. Mais Conan Doyle, il a toujours aussi versé il a toujours eu un pied dans le mystère, dans le surnaturel. Justement, vous parliez de rationalité. Il est médecin à l'origine. Hein. Donc, il est médecin, mais en même temps, il s'interroge. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a un métier, entre guillemets, dit scientifique. Et d'ailleurs, jusqu'à peu, je pense jusqu'aux années 60, quand on faisait sa médecine, on faisait ce qu'on appelait les humanités. Donc grec et latin obligatoire, et on avait ce côté philosophique de la médecine. Mais Conan Doyle, c'est pas parce qu'il est médecin qu'il ne doit pas s'interroger sur ces questions spirituelles. Lui s'est interrogé et finalement a adhéré totalement au spiritisme jusqu'à en perdre un petit peu le sens de la raison. Donc il y a effectivement ce côté... je pense qu'il est normal, humain, lorsque vous êtes face à un phénomène que vous ne pouvez pas expliquer, de chercher une réponse. Le problème, c'est que la réponse que nous apportons, la plupart du temps, quels que soient les siècles, elle est différente, mais elle est toujours basée sur « je dois comprendre ». Donc, si je dois comprendre, je fais appel à mes connaissances actuelles. Or, si on parle de surnaturel, a priori, ce sont des connaissances qu'on n'a pas. Donc, pour moi, il y a toujours un choc entre un phénomène inexpliqué, qui s'expliquera peut-être dans 10, 20 ans, un siècle, que sais-je, et la réponse qu'on veut immédiatement apporter, parce que la vie, le mystère de la vie, a ce côté quand même terrifiant. Donc, pour se rassurer, on donne des explications. Et dans tout temps, alors maintenant, bien sûr, on peut regarder les sorciers, on dit « Oh, mais c'est incroyable, ils pensaient que... une racine sous un pendu, ça pouvait donner des pouvoirs, etc. Ah oui, mais nous, on pense vraiment que c'est idiot. Oui, mais à l'époque, c'était vrai dans la psyché, dans la mentalité, dans les croyances. On sait très bien qu'y croire facilite aussi le... Voilà. Et nous aussi, peut-être que dans 200 ans ou même moins, nos enfants diront « Qu'est-ce qu'ils étaient bêtes, nos arrière-grands-parents, de croire ça. » Voilà. Donc, il faut toujours garder une humilité face aux réponses qu'on donne. Oui, et vous avez raison de ramener ça à la temporalité à chaque époque, parce que c'est hyper important. Vous parlez des fées, à un moment dans le bouquin. Alors moi, j'adore ce sujet. Je reçois plein de gens qui me disent contacter les fées, en contact avec les fées. Je trouve ça onirique, magnifique, bucolique. Je trouve ça magnifique. Je me dis... Et puis, on voit que finalement, ces fées, elles ont des aspects différents. Vous allez en Afrique, ces fées, ce sont les dragons, les ours que les gens voient, ou les lions, etc. Et finalement, ici, c'est le petit peuple, etc. En fait, ce sont des énergies que les gens captent.
plus que des faits. Mais aussi, toujours pareil, puisque vous citez d'autres, il y a des régions, par exemple même des régions en Écosse, en Islande, etc., où vous avez une région où le mot lutin, qui en français, un petit lutin, c'est mignon, on dit ça d'un enfant, un petit peu, voilà, sont toujours méchants. Il y a un côté espiègle chez nous, alors que chez eux, c'est... Donc il y a ça aussi, c'est qu'on donne... Il faut vraiment connaître le pays pour comprendre son surnaturel. Ça fait partie de sa culture. Comme vous apprenez une langue, vous apprenez la mythologie qui s'y rattache. Mais en Islande, je crois que c'est en Islande, hein, on détourne des routes. Des petites maisons. C'est des trucs de fou. J'aime beaucoup. Moi, on voit des mini-maisons avec des offrandes. Voilà, pour les lutins. Moi, j'aime beaucoup parce que, effectivement, je trouve ça onirique, je trouve ça joli et que ça donne à notre vie ce côté magique. Voilà. On a besoin de magie. Hein. Qui n'entraîne pas un fanatisme, qui n'entraîne pas de brûler les gens sur un bûcher. Mais vous savez, Viviane Perret, moi, c'est ce que je dis quand on m'attaque sur BTLV. Je dis, mais attendez, même si tout ce que j'évoque est faux, quel plaisir j'aurais eu à en parler. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Parce que je n'ai aucune réalité. Moi, on dit toujours, nous on propose, les gens disposent, il n'y a pas de prosélytisme. Moi je pose des questions, esprit es-tu là? Je n'ai aucune réponse, ni oui ni non. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au moins, je pose des questions. Et je trouve ça magique. Et cette dose de magie, il faut l'avoir. Et c'est pour ça que je suis très très en colère contre les zététiciens absolus qui balayent tout d'un revers de la main. Parce que je trouve qu'il faut cette magie. Il faut garder ce côté âme d'enfant un peu quand même. Enfin, moi, vous savez, mon fils n'a absolument plus l'âge d'avoir les dessins animés, mais j'essaie de me trouver des neveux, des nièces, et quelquefois, je n'ai carrément personne, mais je vais voir les films pour enfants, les dessins animés. On a besoin de cette légèreté, de ces belles histoires. Ça correspond à nos émotions, et nos émotions, elles sont bien réelles. Le problème, c'est de ne pas en faire quelque chose d'étatique, que ça soit dans l'hyper-rationalisme ou dans l'hyper-croyance, qui va contraindre les gens et qui aboutit à des choses catastrophiques comme les bûchers de l'Inquisition. Ouais, on est des enfants depuis beaucoup plus longtemps que les autres, quoi. C'est ça. Donc il ne faut pas oublier qu'on est d'abord des enfants qui avons grandi. Voilà. Cette âme d'enfant, elle est importante. Il y a deux personnages que je voudrais évoquer rapidement. En France, Maître Philippe de Lyon. Alors, personnage que vous évoquez aussi, qui est-il ? C'est très amusant parce que j'ai habité très longtemps à vraiment le numéro à côté de sa maison. D'accord. Ouais. Okay. Alors, Maître Philippe de Lyon, c'est un personnage c'est la fin du 19e, tout début du 20e. Hein. Donc, on parle des années 1870 jusqu'à 1903. Hein. C'est le renouveau en France d'une médecine parallèle. Alors, je m'exprime certainement mal, mais Maître Philippe, en fait, vient de Lyon. Et Maître Philippe, comme Allan Kardec, était un pédagogue. Enfin, à l'origine, c'est un garçon boucher, mais c'est quelqu'un qui a fait des études. Aussi, hein. Oui, et lyonnais aussi. Et en fait, c'est une région, on dit que Lyon, c'est une ville blanche et noire. C'est une région qui a connu beaucoup de mouvements différents. Sur beaucoup de... Grosse ville franc-maçonne aussi. Exactement, voilà. Donc c'est les guérisseurs, les herboristes, etc., c'est encore quelque chose de très prégnant. Donc on s'interroge, on s'autorise l'interrogation. On s'autorise une voie parallèle. C'est ça. Une voie parallèle. Et la complémentarité, moi j'aime pas dire alternative, mais la complémentarité. Exactement. Mais à cette époque, c'était quand même une voie parallèle. Et ce qui est très intéressant dans Maître Philippe, c'est qu'il il s'est installé comme guérisseur. Mais je pense qu'il a eu un petit moment d'ego surdimensionné. Ça, c'est bizarre. Voilà, et qu'il a pensé qu'il pouvait aider la famille impériale russe. Il se trouve, là on va faire très court, mais il se trouve qu'il a eu des contacts avec des princesses russes qui étaient très intéressées par l'occultisme, donc on appelait les princesses noires, et elles ont facilité une rencontre avec le couple impérial, et ensuite il est parti en Russie, où ça a été une catastrophe, et c'est amusant de voir les deux sons de cloche. Moi, j'ai rencontré le fils
d'une des personnes qui a connu Maître Philippe en Russie et qu'il appelait le Raspoutine au petit pied, donc vraiment, etc. Alors qu'à Lyon, il est encore considéré comme une star, quoi. Comme quelqu'un qui a beaucoup œuvré en tant que guérisseur. Et je trouve que c'est très intéressant de voir les deux... Mais encore une fois, vous avez raison de dire, en fonction de la culture, en fonction de l'époque et de l'état social de chaque pays, on va percevoir, c'est le prisme qui change en fait, finalement. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que autant Maître Philippe, qui a fait d'excellentes choses à Lyon, en Russie, eh bien, en fait, il a ouvert la voie à Raspoutine. Alors justement, on va en parler de Raspoutine quand même. Il a ouvert la voie à Raspoutine parce qu'en fait, au départ, il était très bien avec la famille impériale. Il y a eu beaucoup de gens autour de la famille impériale qui ont dit « mais c'est un charlatan » et il a été renvoyé, mais vraiment renvoyé. Et il avait dit « mais je reviendrai après ma mort ». Et malheureusement, lorsque Raspoutine a été présenté à la famille impériale, tout de suite la tsarine a dit « ah mais voilà, c'est Maître Philippe qui revient ». Sous une autre forme. Donc il a un petit peu malheureusement ouvert la voie à Raspoutine. Oui. D'accord, oui, parce que Raspoutine, personnage controversé quand même. Donc, et là on a tout. Hein. On a tout en fait, on a tout dans le négatif du surnaturel. Raspoutine, c'est le paroxysme presque du surnaturel, Raspoutine. Ben, Raspoutine vient, enfin pas lui personnellement, mais vient d'un point de vue historique d'une longue lignée de moines ayant des capacités surnaturelles, qui est quelque chose d'admis, qui était quelque chose de tout à fait admis en Russie. C'est-à-dire que vous aviez le clergé et puis vous aviez ces moines, ces ermites qu'on allait voir et qui pouvaient vous dire des choses que seul Dieu pouvait leur avoir transmis. Donc ça n'est pas faire entrer... C'est pour ça d'ailleurs que la famille impériale était tout à fait d'accord pour rencontrer Maître Philippe, c'est qu'elle était déjà complètement ouverte à une possibilité d'avoir des communications différentes. On arrive bientôt au terme de cette émission. Vous avez parlé un petit peu des ovnis, des extraterrestres, etc. On l'aborde très souvent, le sujet, sur BTLV. Aujourd'hui, alors vous disiez, on est passé de la fiction à la réalité. On voit que le Pentagone fait des réunions ouvertes, enfin le congrès, là, le 17 mai dernier, avec une audience publique, avec les responsables du Pentagone, tous ces objets qui croisent dans le ciel qu'on n'arrive pas à maîtriser. Là, on se dit, finalement, est-ce que c'est ce dossier OVNI qui a été très à la mode dans les années 40, un peu mis au banc des accusés avec le projet Blue Book à la fin des années 60, remisé à la cave dans les années 2000 et quelques, et puis là, il revient en force, etc. Alors, il a une vraie réalité, parce qu'on voit Avril Haines, qui est quand même responsable de 16 agences gouvernementales américaines, qui dit qu'il faut prendre au sérieux ces objets, et ne pas balayer le fait qu'ils soient peut-être exogènes, donc extraterrestres. On va loin quand même dans le truc. Est-ce que finalement... comme pour les ovnis qui commencent à avoir une réalité aujourd'hui, puisque ça a fait la une du New York Times, est-ce que finalement ces esprits, ces fantômes, un jour, ils seront à la table du sérieux? Alors, le problème, moi je trouve, du surnaturel, c'est pas qu'il soit pris au sérieux, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire? Est-ce que c'est pour contrôler ou est-ce que c'est pour servir l'humanité? La vraie question, elle est là. On parle des ovnis des années 40, on peut parler aussi de Stargate, la porte des étoiles, où les Américains ont fait des expériences de communication par télépathie. Mais tout ça, c'était dans un but, bien sûr c'est la conséquence directe de la guerre froide, mais c'est dans un but, c'est de contrôler l'autre, d'être le meilleur. Moi je pense que la vraie situation positive, c'est de dire accueillons ce surnaturel pour faire grandir l'humanité. Alors ça, c'est un vœu pieux, mais... Oui, pieux. Alors, je vais vous poser une dernière question, Viviane Perret. Est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous n'y croyez pas? Alors, je déteste qu'on me pose cette question. C'est vrai. Alors, je réponds, j'ai été le témoin de phénomènes que je ne peux pas expliquer. En revanche, je ne suis pas d'accord avec les explications qu'on m'en a données. D'accord. Ça s'appelle Esprit es-tu là, histoire d'une surnaturelle de l'Antiquité à nos jours. Voilà, à la librairie Vuebert, du côté de l'édition. Merci. Vous aurez le lien, bien sûr, avec le replay podcast pour le télécharger, en tout cas pour l'acheter, si vous voulez encore poursuivre l'aventure avec Viviane. J'en suis persuadé. Merci, Viviane, d'avoir été avec nous. On se revoit dans 10 ans. On se revoit dans 10 ans. Comme disait Patrick Bruel. Allez, salut.